Alors, on commence à voir un peu plus clair dans le retrait ukrainien de l'oblast de Koursk. Beaucoup d'informations nous remontent actuellement sur le fait que ce seraient les Américains qui auraient demandé aux Ukrainiens de se replier. C'est un peu une rumeur qu'on entendait ici et là de par certains commandants ukrainiens, mais c'est quelque chose qui semble se confirmer de plus en plus sur le fait qu'à Jeddah, les Ukrainiens auraient accepté en échange du renouvellement de l'aide américaine et du renseignement américain de se retirer de l'oblast de Koursk parce que simplement les Américains ont dit aux Ukrainiens que jamais les Russes accepteraient d'aller à la table des négociations si les Ukrainiens étaient toujours en train de prendre une partie assez importante de l'oblast de Koursk. Et du coup, moi, de ce que j'ai pu entendre, aussi bien de personnes que je connais qui se battent dans l'oblast de Koursk que tout simplement de commandants sur les réseaux sociaux qui ont fait part, parce qu'on est toujours dans une démocratie en Ukraine, on fait part de leur expérience, c'est vraiment, on a reçu des messages de la part du haut commandement qui nous ont demandé de plier bagages et de nous retirer. Et c'est plus ou moins ça qui s'est passé. Alors ça s'est fait de manière assez chaotique, j'ai aussi des retours de commandants qui disent que parfois ils ont dû abandonner du matériel parce que ce qui s'est passé aussi, et c'est important de le prendre en compte, c'est que les Russes auraient dit aux Américains qu'ils laisseraient les Ukrainiens se replier sans les attaquer. Force est de constater que les Russes ont attaqué de manière assez massive les Ukrainiens qui se repliaient. Et d'ailleurs, alors il y a eu des pertes bien évidemment, mais par contre, il n'y a pas eu d'encerclement de la part des Russes sur les positions ukrainiennes et des soldats ukrainiens parce que j'ai fait une vidéo sur le sujet la semaine dernière et je sais que beaucoup de commentaires disaient Joseph, tu es un menteur, tu es vendu à LCI et à BFM TV et tu parles comme si tu avais plus d'informations que Donald Trump parce que Donald Trump avait dit des milliers de soldats ukrainiens sont actuellement encerclés par les Russes dans l'oblast de Koursk et je suis en train de demander au président Poutine de les épargner. Et en fait, je sais qu'à ce moment-là, on était très sceptique par rapport aux déclarations de Poutine et de Donald Trump parce que toutes les analyses OSINT nous montraient qu'il n'y avait aucun encerclement. Bien sûr, les Ukrainiens disaient qu'il n'y avait pas d'encerclement. Moi, tous mes contacts sur place me disaient qu'il n'y avait pas d'encerclement. Tout ce qu'on voyait un peu de manière sérieuse de la part d'analystes d'OSINTer, mais aussi tout simplement de soldats, il n'y avait pas d'encerclement. Et en fait, la CIA a annoncé il y a quelques jours que non, il n'y a pas eu d'encerclement de soldats ukrainiens à Koursk. Donc encore une fois, la CIA contredit les propos de Donald Trump. Et en fait, moi je pense vraiment que Donald Trump a juste cru Vladimir Poutine parce que ce n'est pas la première fois que Vladimir Poutine dit des choses à Donald Trump, que Donald Trump les croit, alors que tous les services de renseignement américains, étrangers lui disent le contraire. Mais lui il dit, ah si Vladimir Poutine me l'a dit, ça veut dire que Vladimir a raison, du coup il faut que je le croie. C'est ce qui s'est passé aussi bien avec le rapport Mueller que aussi ce qu'on voit actuellement à Koursk. Donc c'est intéressant de voir, alors j'ai pas envie de dire que j'avais raison, mais bon, force est de constater que j'avais quand même raison parce que moi j'avais émis vraiment de très très gros doutes parce que rien ne montrait qu'il y avait un encerclement des forces ukrainiennes dans l'oblast de Koursk. Donc après, si on a envie de revenir un peu à nos cartes, on peut voir que Deep State Map a un peu updaté. Alors il est important de prendre en compte que Deep State Map ne fait pas des updates à l'heure ni au jour, donc ça, la map qu'on a, c'est un peu la map qu'on avait déjà avec d'autres sources depuis 2-3 jours. Et on peut vraiment voir que les Russes ont repoussé les Ukrainiens en dehors du saillant, enfin ont cassé le saillant ukrainien dans l'oblast de Koursk. Et on peut voir aussi qu'ils essayent de progresser à l'ouest de l'oblast de Soumy pour essayer d'attaquer plus en avant la ligne logistique, la R200 ou la R300 ou la R200 je pense, donc la route qui relie Soumy à Souja. Et d'ailleurs, pour petite anecdote, je sais que beaucoup dans les commentaires lors de ma dernière vidéo avaient parlé du fait que c'était grâce aux drones à fibre optique. Et c'est vrai, j'en parle dans la vidéo, les drones à fibre optique ont joué un rôle assez important. Donc les drones à fibre optique, ce sont des drones qui sont reliés par des câbles à fibre optique et du coup qui sont impossibles à brouiller. Mais il est important de prendre en compte que, les drones à fibre optique ne représentent que 10% de l'ensemble des drones russes. Et surtout, il est important de prendre en compte que si les drones à fibre optique peuvent être très utiles sur des terrains à découvert, notamment la route R200 de Souja, dès qu'on commence à rentrer dans des bosquets et dès qu'on commence à rentrer dans des lignes d'arbres, en fait, les fils des câbles à fibre optique s'enroulent dans les arbres et ne sont pas du tout efficaces. Donc c'est très utile sur des terrains à découvert. Par contre, dès qu'on est dans du combat, et c'est la majorité des combats, la majorité des combats se passent dans des lignes d'arbres, et les drones ne sont pas aussi efficaces que ça. Aussi, un autre élément très intéressant de ce qui se passe actuellement, c'est que alors que les Ukrainiens se retiraient
de l'oblast de Koursk. Dans les heures, dans les 24 heures qui ont suivi, les Ukrainiens ont commencé une petite incursion dans l'oblast de Belgorod, donc qui est limitrophe de l'oblast de Koursk. Et alors, c'est assez intéressant parce qu'on pourrait se poser la question de savoir pourquoi. Alors ici, on a une carte du grand continent qui nous montre plus ou moins où c'est. Alors, c'est très, très, très localisé. Et selon le journal de Kyiv Independent, le but était principalement de détruire des centres de commande. Mais moi, j'y apporte un petit bémol et même peut-être une analyse supérieure. C'est que je pense, à titre personnel, qu'il y a une volonté des Ukrainiens de continuer à mettre des pressions sur les frontières de la Russie parce qu'il y a, je pense, une crainte de la part des Ukrainiens que tous les hommes qui ont été utilisés pour récupérer Koursk soient utilisés soit pour attaquer Soumy, soit pour attaquer Kharkiv ou même, pire, renforcer les positions russes dans l'oblast de Donetsk, en particulier sur le front de Pokrovsk. Du coup, je pense qu'il y a une volonté ici de la part des Ukrainiens de mettre un peu la pression sur les frontières russes pour forcer les Russes à laisser une partie de leurs hommes sur cette partie du front et les empêcher de les déplacer sur d'autres parties qui pourraient justement renforcer les défenses ou justement au contraire les offensives russes dans certains oblasts, notamment les oblasts du sud et les oblasts de l'est de l'Ukraine. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on va revenir un peu sur ce qui se passe à Toretsk. Alors c'est intéressant de voir ce qui se passe à Toretsk, c'est que les Ukrainiens ont... Alors, c'est difficile à dire parce que pour l'instant, on manque d'informations, mais comme on peut voir, on remonte un peu, les Ukrainiens sont en train de pousser à Toretsk de manière assez importante et notamment c'est dû à certains drones qui sont utilisés par les forces ukrainiennes, c'est notamment la brigade Azov, une des brigades Azov qui est engagée sur le front de Toretsk et ils utilisent des drones à intelligence artificielle qui se représentent comme étant relativement utiles. Ce sont des drones avec des charges de 10 kg et on peut voir qu'ils commencent à saturer la zone sur Toretsk. Alors on est encore très très loin d'une libération de Toretsk. Je sais qu'il y a des combats urbains qui ont lieu, mais si les Ukrainiens arrivent à libérer Toretsk, ce sera la première ville depuis les contre-offensives de 2022, première ville moyenne que les Ukrainiens seront en mesure de libérer. Bon, on est encore très loin de ça, mais en tout cas c'est intéressant de voir qu'il y a toujours quand même, alors qu'on est en négociation avec les Russes, une volonté quand même d'accélérer sur le terrain militaire. Donc c'est un peu vraiment les dernières nouvelles qu'on a du front. Alors bien sûr, on a toujours sur le front de Pokrovsk le désenclavement qu'il y a eu, mais comme on peut le voir ici, sur l'ouest du saillant, les Russes qui ont un peu avancé ces derniers jours. Et avec aussi, comme on peut le voir encore une fois sur la carte, les Russes qui poussent dans cette direction de l'oblast de Zaporizhzhia. Donc on voit quand même que les Russes sont à l'offensive, essaye de pousser comme elle peut. Et en fait, ça s'explique vraiment aussi d'un point de vue politique. Et c'est quelque chose qu'on avait vu aussi en 2014-2015 lors des accords de Minsk. Et c'est quelque chose qu'on voit de manière générale dans l'histoire longue, aussi bien soviétique et russe. C'est que dès qu'il y a des négociations, les Russes mettent la pression. Pour vraiment avoir la main haute lors des négociations, mettre un maximum de pression, opérer un maximum de force. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit. C'est que, alors, certes, lors du coup de téléphone entre Poutine et Trump a obtenu de la part de Poutine d'avoir un cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques. Et d'ailleurs, au passage, c'est quelque chose qui sert beaucoup plus les intérêts de la Russie que vraiment les intérêts ukrainiens, parce que là, on a passé le pic de consommation énergétique ukrainien. On commence à rentrer au printemps, il fait de moins en moins froid, donc il y a moins en moins besoin de centrales électriques. Et les centrales électriques, mine de rien, ont quand même bien résisté à l'hiver. Alors moi, je sais, ça fait 3 ans que je suis correspondant ici et chaque hiver, on dit qu'on ne va pas tenir. Et chaque hiver, mine de rien, on tient. Alors ça s'explique aussi par le fait que les Ukrainiens ont réussi à mettre des brouilleurs autour des centrales électriques. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment les Russes qui souffrent des attaques ukrainiennes sur leur complexe énergétique, en particulier sur leur raffinerie. Et d'ailleurs, toujours aujourd'hui, il y a une raffinerie qui est en train de brûler parce qu'il y a eu une attaque il y a 3 jours. Et ça fait 2 jours que le site est en train de brûler. Et d'ailleurs, autant vous dire que les Russes en ont profité pour dire que les Ukrainiens avaient déjà rompu la trêve et qu'ils avaient attaqué. Bon, toutes les analyses de satellites et usines montrent que c'est juste en fait les champs qui brûlent, enfin les champs de pétrole qui brûlent. Donc oui, les Russes avaient intérêt à très clairement avoir un cessez-le-feu. Et donc encore une fois, il est intéressant de constater que c'est les Ukrainiens qui font vraiment œuvre de bonne foi de se retirer de Koursk
tout en ayant aussi une volonté de se défendre. Hein. Les Ukrainiens se défendent, mais aussi arrêter d'attaquer sur les infrastructures énergétiques, qui est un peu l'avantage comparatif des Ukrainiens. Et du côté des Russes, les Russes continuent à attaquer et de manière aussi intensive. Par exemple, cette nuit, les Russes ont attaqué comme jamais sur la ville d'Odessa. D'ailleurs, ils ont commencé à mettre en place une nouvelle manière d'attaquer avec les drones Shahid. C'est qu'ils envoient les drones qui maintenant contrôlent. Ils arrivent à les contrôler de mieux en mieux et les font tourner comme des essaims. Donc, il y a un drone qui s'en va de la Russie. Il arrive juste au-dessus d'Odessa, à quelques kilomètres d'Odessa. Il tourne. Puis un autre est envoyé, il rejoint son copain, il tourne, il en renvoie un autre, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça fait différents essaims de drones et après ils montent dans le ciel jusqu'à 2000 mètres et après ils s'abattent sur la ville, ce qui complique la tâche des Ukrainiens et ce qui complique leur efficacité face aux attaques de drones parce qu'ils ne peuvent pas non plus les frapper continuellement comme ça, alors que quand ils sont envoyés un par un, les Ukrainiens étaient plus en mesure de les détruire avec tout simplement les systèmes de défense antiaérien, par exemple des guépards, etc. Donc, au contraire, les Ukrainiens font face à une intensification très importante des attaques russes, aussi bien sur le front que dans les airs. Mais ça, c'est quelque chose qui est très logique, qui s'inscrit complètement dans la logique soviétique et la logique russe de vouloir faire de négociation. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les Ukrainiens ne sont pas en reste et continuent aussi, eux, de leur côté, à attaquer les Russes, avec notamment à Saratov, un aérodrome russe qui a été attaqué, et notamment un dépôt d'armes, un dépôt de missiles balistiques qui a été frappé et qui a complètement explosé, ce qui est une bonne nouvelle pour les Ukrainiens, parce que c'est même mieux de détruire les missiles balistiques, parce que les missiles balistiques sont difficiles à construire pour les Russes, parce qu'il y a toujours des sanctions qui compliquent le processus, alors ils y arrivent, hein, mais le processus de construction de missiles balistiques est ralenti, et pour les Ukrainiens, un missile balistique détruit en Russie, c'est toujours ça de gagner, à savoir un missile qui ne sera pas envoyé contre l'Ukraine. Donc voilà, c'est plus ou moins là où on en est aujourd'hui. C'est un peu les petits updates. D'ailleurs, si ces updates vous intéressent, dites-moi. Et je peux vous faire des updates comme ça assez régulièrement, aussi bien sur le front que sur les questions politiques liées à l'Ukraine. Mais en tout cas, j'espère que vous passez une bonne journée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.